Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette édition spéciale en direct est consacrée au Covid-19. Que sur son volet sanitaire, pas question d'économie ou de volet pédagogique. Cette émission est réalisée dans des conditions exceptionnelles. Nous appliquons une distance de sécurité, c'est-à-dire une distance d'1 mètre entre chaque personne présente dans ce studio. C'est un des gestes barrières vivement recommandés. La Nouvelle-Calédonie est touchée par la pandémie du coronavirus. 2 cas ont été détectés hier soir. Comment faire face? Comment freiner sa propagation? On y répond avec nos invités. Avec nous ce soir, Patrice Gaudin, maître de conférence en anthropologie à l'UNC. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Marc Jouan, infectiologue à l'Institut Pasteur. Bonsoir. Également présent, Benoît Marot. Bonsoir. Vous êtes médecin au service réanimation du Medipôle. Et à vos côtés, Hippolyte Sinewamita Moumou, vous êtes le président du Sénat coutumier. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes également le grand chef du district de La Roche à Marais. Et puis cette émission se veut interactive. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre page Facebook NC La Première. Notre quotidien va changer, c'est ce qu'a déclaré ce midi au siège du gouvernement le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Thierry Santa. On l'écoute. Le défi que nous avons devant nous et que nous devons relever collectivement et individuellement, c'est de changer radicalement nos habitudes et nos comportements. Voilà, le Covid-19 est présent sur le Caillou. Comment doit-on y faire face pour empêcher sa propagation? C'est la première partie de cette édition spéciale. Je m'adresse aux experts qui sont ce soir avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'on doit se barricader chez nous dès ce soir? Marc Jouan. Le premier des changements, vous l'avez évoqué en introduction, je crois, c'est effectivement de changer certains comportements quotidiens. Ce sont des choses très simples, vous les avez rappelées, le président les a rappelées cet après-midi. Prendre une certaine distance entre vous et vos interlocuteurs, ne pas avoir de gestes qui puissent vous rapprocher de façon trop excessive, ne pas s'embrasser, ne pas serrer la main. On sait aujourd'hui que ce virus se transmet par les gouttelettes en particulier. Ces gouttelettes, elles peuvent provenir d'une toux. Donc la nécessité de se protéger quand on tousse avec son coude. Bref, de mettre en place un certain nombre de mesures barrières simples qui sont déjà en soi une petite évolution par rapport à notre pratique quotidienne. Et ces gestes simples sont déjà de nature à ralentir la transmission entre 2 personnes. Et c'est là le sujet principal de toutes les actions qui vont être mises en place. Comment ralentir la transmission de ce virus entre les personnes? Il n'est pas question de se barricader dès ce soir? Je crois que les informations qui ont été données par le président sont très claires. Aujourd'hui, l'idée est de contrôler la situation par rapport à ces 2 cas qui ont été importés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. C'est important aujourd'hui d'abord qu'ils soient pris en charge, qu'ils soient soignés, qu'ils soient suivis, que les personnes contacts soient également identifiées, suivies, diagnostiquées pour pouvoir dépister si d'éventuelles transmissions ont pu avoir lieu. C'est là l'opération essentielle. Après, le président a également souligné l'importance de modifier notre mode de travail et particulièrement, il a souligné l'importance de mettre en place le télétravail qui permet à certains d'entre nous de ne pas se déplacer sur le site du travail, donc de limiter les éléments de promiscuité au sein d'une entreprise. Je pense que c'est un élément très important. Et ensuite, il a souligné la nécessité de fermer un certain nombre d'établissements, les cafés, les restaurants, dès ce soir, 18h, pour justement éviter les rassemblements de personnes qui sont des éléments qui favorisent la transmission entre les personnes. Voilà où nous en sommes ce soir, et je pense que c'est déjà une mesure qui modifie la façon de travailler ou de vivre au quotidien. Et nous avons une question d'un internaute qui va s'afficher sur vos écrans. Quels sont les symptômes lorsque l'on est atteint et combien de temps faut-il compter pour la guérison? Oui. C'est une bonne question. Benoît Marot. Les symptômes, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes dans la gestion de cette pandémie depuis son apparition. C'est des symptômes qui sont tout à fait bénins initialement, et qui peuvent être tout à fait pris pour une grippe traditionnelle, une grippe saisonnière, comme c'est le cas en France, où c'est la saison de la grippe hivernale. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait de fièvre, de toux, de rhinite, c'est-à-dire le nez qui coule. C'est les principaux signes.
On sait aujourd'hui, avec le recul des mois sur les expériences chinoises et italiennes, que la fièvre est un critère qui n'est pas forcément très discriminant. Donc les conduites sont en train d'évoluer en fonction de l'évolution des connaissances qu'on a sur ce virus qui évolue jour après jour et semaine après semaine. Un mot sur la prise de médicaments. Il est recommandé de ne pas prendre d'anti-inflammatoires alors qu'on ait une grippe ou qu'on soit porteur du Covid-19. Il faut prendre juste du paracétamol. Exactement. L'infection par le Covid-19 est une infection liée à un virus. Vous savez que quand un être humain est infecté, il peut être infecté, le plus souvent c'est une bactérie. Dans ces cas-là, on traite par antibiotiques. Ça peut être, comme le cas du Covid-19, un virus. Ça peut être d'autres agents infectieux. Mais tout ça est lié à une baisse des défenses immunitaires de l'organisme, et la prise de certains médicaments comme les anti-inflammatoires ou les corticoïdes sont des médicaments qui abaissent les défenses de l'organisme et donc le fragilisent, le rendent plus vulnérable lorsque l'organisme rencontre le virus. Autre question sur notre page Facebook NC, la première, elle s'affiche sur votre écran. Si on a le coronavirus une fois, peut-on l'avoir à nouveau? Marc Jouan. Alors le coronavirus, on le connaît depuis très peu de temps. Enfin, ce coronavirus, on le connaît depuis très peu de temps, depuis le mois de décembre. Donc on est vraiment dans une première approche par rapport à cette question. Habituellement, avec les virus de cette famille ou avec les virus grippaux, on sait qu'il y a une immunité. Cette immunité, elle permet, c'est-à-dire qu'on se défend contre le virus et on a une certaine forme de protection après cette défense. Donc, nous aurions tendance à dire que ce virus va opérer de la même façon et que l'immunité qui va se constituer au niveau individuel, qui va d'ailleurs permettre le contrôle de l'épidémie sur un certain nombre de personnes, cette immunité, elle évite d'être recontaminée. Mais l'histoire est récente et vous comprenez qu'un certain nombre d'équipes, en particulier en Chine, en Asie, les premiers pays qui ont été touchés, commencent à recueillir des informations sur cette éventualité d'une réinfestation qui est une des questions, une très bonne question, sur laquelle nous n'avons pas encore suffisamment de réponses. Pour l'instant, l'hypothèse est que oui, on sera en capacité de se protéger s'il y a une nouvelle infestation. Pourquoi est-ce que le virus n'arrive toujours pas à la Chine ? Non, le virus n'arrive pas toujours par la Chine. Il se trouve que ce virus est arrivé par la Chine, mais on a l'exemple d'autres virus, et en particulier le virus grippaux, qui ont débuté sur le continent sud-américain, par exemple. Les histoires virales ou du continent africain ou d'Europe, vous savez qu'il y a des grands bassins d'émergence virale dans le monde, en particulier qui sont liés à des zones géographiques ou géoclimatiques. Et ces zones d'émergence, elles peuvent ensuite, avec la mondialisation, et c'est ce que l'on observe aujourd'hui, c'est le constat de cette mondialisation qui fait que ces virus se propagent de façon extrêmement rapide, et particulièrement quand il s'agit de virus à transmission interhumaine entre les hommes. Patrice Gaudin, sur le volet irrationnel, cette épidémie de la peur, on a vu dans le journal télévisé ces rushs dans les centres commerciaux, aussi dans les pharmacies. Comment avoir un discours rationnel qui convainc les habitants de lutter justement contre cette épidémie de la peur ? Je crois que la première des choses, c'est d'écouter ce que ceux qui aujourd'hui se frottent à cette question du coronavirus ont à dire. C'est-à-dire, la première des choses, c'est d'aller directement à la source d'information, c'est-à-dire les médecins, les soignants qui aujourd'hui sont confrontés à cette maladie et qui sont en train d'essayer à la fois de circonscrire sa nature et de voir comment on peut la combattre. Tout le reste n'est que, je dirais, commentaires ou commentaires de commentaires, avec tous les risques qu'il peut y avoir de malentendus, de fake news, etc. Donc je crois que la première des choses, c'est de comprendre que nous sommes tous confrontés à ce virus et que ceux qui sont en première ligne, ce sont effectivement les soignants et que nous devons écouter leur avis. La deuxième chose, bien entendu, qui me semble importante, c'est d'éviter toute dramatisation de ce qui est en train d'arriver. Il faut absolument préciser où nous en sommes aujourd'hui. Il y a 2 cas qui sont arrivés dans le territoire, dans le cadre d'un avion, et qui ont déclaré la maladie. Pour l'instant, c'est tout ce que nous savons. Il y a des suspicions que peut-être il y a d'autres cas. Donc on se donne les moyens
pour l'instant, à la fois de savoir où on en est, et d'autre part, de savoir si dans les 15 jours qui viennent, il va y avoir développement ou non de la maladie. C'est ça la question. C'est de mettre en place des mesures qui vont permettre de freiner la maladie si elle est déjà présente, d'éviter qu'elle se répande de façon massive, qu'elle se répande trop vite, parce que sinon après là il y aura une situation sanitaire à laquelle il faudra faire face et ça va être difficile. Donc pour l'instant on est dans une phase, je dirais, de prévention, d'auscultation de ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie et de mise en place de mesures qui, si jamais effectivement il y a d'autres cas, des cas secondaires, c'est-à-dire venus avec l'avion, ou des cas déjà locaux, parce qu'on ne peut pas éliminer tout à fait l'idée qu'il puisse y avoir des cas qu'on appelle autochtones, des cas qui sont là. Comment on va faire pour pouvoir ralentir la progression de la maladie? Là, il y a une tâche qui est à la fois individuelle et collective, et c'est très très important qu'on ait conscience de ça. Il ne faut pas devancer la situation dans laquelle on est, et déjà se projeter sur des phases ultérieures. Avant de s'interroger sur le rôle des coutumiers dans cette crise sanitaire qui s'annonce, Benoît Marot, vous souhaitez rajouter quelque chose, docteur Marot? Il est très important d'arriver à nuancer ce qui vient d'être dit, c'est très important. Les 2 cas qu'on a aujourd'hui sur notre territoire ne sont des cas qui ont été importés, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont contracté le virus à l'étranger et qui sont arrivées sur le territoire, qui ont été rapidement identifiés, qui ont été pris en charge selon les procédures, qui sont actuellement au CHT en sécurité, et qu'à ce jour, nous n'avons pas mis en évidence, malgré des nombreux tests qui ont été faits, de cas positifs parmi la population calédonienne. Néanmoins, la positivité et la présence de ces 2 personnes positives modifient l'action qui est proposée. Et maintenant, l'objectif va être d'évaluer si une grande partie de la population locale est touchée par ce virus. D'accord ? Donc, une nouvelle phase dans l'approche de cette problématique commence à partir de ce soir et demain, qui va être d'évaluer si oui ou non il y a des Calédoniens qui sont porteurs de ce virus. Alors, peut-être une question internaute, avant de retrouver cette question internaute pour vous, grand chef Sinewami. Vous avez pris la décision de fermer l'aérodrome de La Roche à Maré. C'est une décision que vous avez prise ce matin, hier. Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors la décision, je l'ai prise très tôt, ce matin, par rapport aux 2 cas qui se sont avérés positifs. Donc pourquoi ? Pour moi, c'est une logique au niveau de, sans, comme on le dit à chaque fois, sans mettre sur la table la psychose, quoi. Mais encore une fois, c'est une mesure de prévention et de protection. Donc sachant qu'on est sur une île, et vu la propagation du virus, je ne pouvais pas courir le risque de faire entrer le virus sur Négoné, quoi. Cette question d'un internaute postée sur notre page Facebook qui va réapparaître sur vos écrans. Non, ce n'était pas celle-ci. La question était pourquoi, grand chef Sinewami Tamoumou, vous n'avez pas suivi les recommandations du gouvernement, à savoir arrêter les transports plutôt samedi, afin de permettre notamment aux Iliens, originaires de Maré, je pense aussi à Lifou, puisque les 3 grands chefs d'un commun accord ont voulu aussi arrêter le transport de personnes de Nouméa à l'île des Pins, ou Nouméa Lifou ou Nouméa Maré. Pourquoi tout de suite et empêcher le rapatriement de loyaltiens? Encore une fois, c'est une mesure de prévention encore. C'est une mesure de prévention et de protection. Donc pourquoi ne pas repousser à samedi? Et empêcher les loyaltiens de rentrer chez eux, auprès de leurs proches? Encore une fois, c'est pour ne pas faire rentrer le virus au niveau de Négoné. Mais je veux dire, la question ne se pose pas pour moi, parce que c'est une question de vie. C'est une question de vie ou de mort. Je tiens quand même à rappeler que le 30 janvier, on avait déjà émis un communiqué au niveau du Sénat coutumier pour déjà porter l'attention sur les cas suspects déjà. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau des coutumiers, c'est d'arrêter déjà les croisiéristes, arrêter les bateaux de croisière, quoi. Alors, à l'heure actuelle, pas de confinement à l'échelle pays. Il y a des cas d'auto-confinement pour les entrants dans les hôtels au niveau du CIS. Les 15 jours de cette fameuse quatorzaine, Monsieur Marc Jouan, en quoi va-t-elle faire disparaître
le Covid-19, maintenant qu'on sait qu'il est présent, dites-nous. Cette période, elle correspond finalement au temps que l'on peut observer pour voir émerger les symptômes. Et l'idée avec cette période de 14-15 jours, c'est de savoir si une personne infestée, contaminée par ce virus, développe ou ne développe pas les symptômes dans la période dont on vient de parler. Voilà pourquoi cette durée a été évoquée, voilà pourquoi on parle de quatorzaine. Est-ce que c'est suffisant pour ralentir la progression du virus ? Ça ne ralentit pas la progression du virus. L'idée est de se dire, on met en observation les personnes qui sont potentiellement infestées, je dis bien potentiellement infestées, et on vérifie ou non s'ils manifestent des signes cliniques, et là on teste pour savoir s'ils sont vraiment porteurs du virus. Donc cette période-là, c'est une période d'observation. Elle est importante parce qu'elle permet de faire un point de situation très précis et de savoir si ou non on a d'autres cas finalement sur le territoire. Une réaction, Benoît Marot ? Oui, ces 2 semaines vont être associées à une augmentation importante, donc ce que je disais tout à l'heure, de la politique de dépistage des Calédoniens pour essayer de... Ce laps de temps va nous permettre d'évaluer si la population calédonienne est touchée par le Covid-19. On aura des éléments en fonction des résultats qu'on aura dans les prochains jours pour connaître si oui ou non nous avons des cas avérés au sein de la population ou si à ce jour il s'agit juste de patients qui arrivent de l'extérieur et qui sont diagnostiqués avec le virus. Un dispositif va être mis en place au Medipôle, à savoir à l'extérieur. Expliquez-nous ce dispositif pour faire des prélèvements, du dépistage. Alors c'est un dispositif qui va être mis en place au Medipôle, mais qui va être généralisé rapidement sur le territoire. Les services du gouvernement, pilotés par l'ADAS, sont en train de travailler activement à la mise en place de ces moyens et de ces dispositifs. L'idée va être, comme je disais, d'augmenter notre capacité de dépistage. Le laboratoire du CHT dispose de moyens techniques qui sont extrêmement importants. À titre de comparaison, qui sont quasiment 20 fois supérieurs aux possibilités de dépistage qui sont actuellement réalisées en métropole. Pardonnez-moi de vous couper, Dr Marot, ça veut dire qu'on a la capacité de gérer cette crise ? On a l'avantage d'avoir de l'avance sur ce qui se fait en Europe et en Chine. On a pu observer ce qui se passe. On est une île relativement isolée. On essaye de faire fructifier cet avantage pour donner une chance à la population calédonienne d'éviter l'entrée du virus dans le territoire. Cette autre question d'un internaute sur notre page Facebook, c'est la première. Les moustiques ou les chiens peuvent-ils transmettre le virus ? Marc Jouan, infectiologue. Pour autant qu'on le sache, non. La réponse est assez simple. Pas d'informations pour confirmer cette hypothèse, ces hypothèses. Peut-être une question pour Patrice Godin. Est-ce que vous comprenez, vous, cette psychose qui s'est un petit peu emparée de la population ces derniers jours ? Comment vous l'analysez ? Comment vous analysez ce comportement ? Je crois qu'il y a d'abord toute une série de facteurs d'incertitude. On est devant une situation totalement inédite. Ça, c'est la première chose. Et donc, tant que tout n'aura pas été bien éclairci au niveau de la situation, qu'on n'aura pas donné toutes les clés, c'est évident que les gens vont se poser des questions. Ensuite, il est évident aussi qu'il y a toutes les nouvelles qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas forcément explicitées, digérées. On voit bien que, par exemple, le reportage qu'il y avait tout à l'heure sur ce qui se passe aujourd'hui dans le Grand Est, ce n'est pas un reportage qui va être fait pour dissiper l'angoisse. C'est-à-dire que toutes les informations qui viennent visent à faire monter l'angoisse. Et là, on a un problème. Faut-il censurer alors ? Comment ? Faut-il censurer, c'est ça ? Ce n'est pas une question de censurer, je pense qu'il faut éviter de dramatiser, ça c'est la première chose, et d'autre part, il faut être, je dirais, le plus pédagogue possible, c'est-à-dire donner des informations qui montrent qu'on est débordé ou qu'il y a tel ou tel nombre de morts, etc., sans qu'on donne à la population tous les codes qui vont permettre de décrypter la situation dans laquelle on est forcément anxiogène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont des informations, mais n'ont pas tous les moyens pour interpréter ces informations, alors forcément,
il y a la machine à gamberger qui commence à se mettre en place avec tous les risques qu'on connaît, c'est-à-dire sur Internet, toutes les dérives possibles et imaginables, toutes les fake news qui vont circuler, tous les gens qui ont un avis à donner, sans qu'on puisse contrôler tout ça. Donc il est extrêmement important de donner une information la plus juste possible, et lorsque on donne des informations, de les épaissir, parce qu'on est dans une société qui est en plus multiculturelle, où tout le monde n'a pas forcément les mêmes codes, et il est donc très très important de faire, à côté des mesures qui vont être données, de faire tout un travail pédagogique pour permettre aux gens de comprendre le sens des mesures qui sont là. Si les gens ne comprennent pas, ils ne pourront pas adhérer. Et donc ça, c'est un effort très très important. Il y a des problèmes de cohérence aussi entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Tout ça est très très important. Mais d'abord, l'explicitation. Si les gens n'ont pas les clés, eh bien, les gens vont les inventer, ces clés. Ils vont les trouver. Je crois qu'il est important de véhiculer aussi des messages rassurants. Et notamment, le premier message rassurant qu'on peut véhiculer aujourd'hui, c'est que probablement que notre système de soins se prépare de manière parfaitement adaptée. Aujourd'hui, on peut dire que le Medipôle, qui est l'hôpital territorial qui est amené à prendre en charge les patients porteurs de Covid-19, aujourd'hui, le Medipôle est prêt dans sa structure, dans ses protocoles, dans la formation de ses personnels. Il est prêt à accueillir sereinement les premiers patients, que ce soit des patients qui soient peu graves ou des patients même graves au sein du service de réanimation. Il y a un certain nombre tout le travail a été fait, et aujourd'hui, on est dans l'attente finalement des premiers cas. Le deuxième message important à véhiculer, c'est qu'il y a une responsabilité individuelle de chacun et qu'il faut responsabiliser chaque Calédonien sur le respect des mesures barrières. Chacun a un rôle dans la possibilité de limiter l'apparition ou la diffusion de cette épidémie. Et il est important de communiquer activement et sans relâche sur toutes les mesures barrières qu'on entend régulièrement à la télé, sur Internet et dans les journaux. Il faut les rappeler sans cesse. C'est par là que viendront les mesures les plus efficaces. Grand chef Sinéwami, quand vous avez pris votre décision justement de fermer l'aérodrome de La Roche, vous avez eu des remontées parmi la population. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous disent les gens de votre district en tout cas? Il y a eu un peu de rejet de certains par rapport à la décision, par rapport aux familles qui sont ici et qui voulaient rentrer sur Marais. Donc j'étais assez catégorique, mais rassurant aussi, parce que il fallait que les gens comprennent qu'on ne devait pas laisser une porte d'entrée au virus sur Nengoné. Donc la prise de décision elle a été réfléchie, même si c'était très tôt ce matin, mais en concertation aussi avec le conseil des chefs de clan aussi de La Roche, de Goué-Chaba. Donc au niveau de la décision, je n'ai pas à revenir dessus. J'ai juste exprimé le fond de ma pensée, le fond de bienveillance surtout, au niveau de la population. Et puis, surtout, ramener aussi la compréhension aussi des habitants de Nengoné. Autre question d'un internaute sur notre page Facebook. C'est la première, elle va s'afficher. Existe-t-il un vaccin actuellement? Marc Jouan. Il n'existe pas encore de vaccin disponible. Il y a des vaccins qui sont aujourd'hui en préparation et certains qui ont même débuté sur les premiers essais chez l'homme. Ce sont les tout premiers qui, pour l'instant, sont des essais qui permettent de vérifier l'innocuité de ces vaccins. L'innocuité ? C'est-à-dire l'absence d'effets secondaires du vaccin. Donc on est dans cette phase. Les vaccins, les premières études ont débuté il y a quelques jours maintenant, en particulier aux États-Unis et certains en Europe. Il est trop tôt pour se prononcer sur leur efficacité. Ça demandera plusieurs mois, on le sait. C'est pour ça qu'il faut, d'ici cette période, mettre en place un certain nombre de mesures, ce dont on parlait tout à l'heure, individuelles et collectives. Benoît Marot, quelles sont les personnes les plus vulnérables? Question de notre site internet. C'est une bonne question. On est maintenant quasiment à 200 000 cas positifs diagnostiqués à travers le monde. On commence à avoir des retours sur des séries scientifiques qui sont intéressants et qui nous permettent aujourd'hui d'affiner nos connaissances. On sait que les personnes particulièrement fragiles et vulnérables sont les premières cibles de ces infections par le virus, notamment les personnes âgées.
et les personnes qu'on dit immunodéprimées, c'est-à-dire des personnes qui ont ce qu'on disait tout à l'heure, leur défense, leur immunitaire, la protection contre l'infection qui sont abaissées, soit par la prise de certains médicaments qui leur sont nécessaires, soit par certaines maladies qu'ils ont. Également, on sait aujourd'hui que le diabète, l'obésité, certaines autres pathologies sont des facteurs de risque de développer des formes de Covid-19 qui sont plus sévères que les autres. Mais là encore, il faut rappeler que pour 100 personnes qui sont porteurs de Covid-19 aujourd'hui, c'est 80 personnes qui sont soit sans aucun symptôme, soit avec des symptômes mineurs. Et par symptômes mineurs, j'entends une simple rhinite, un rhume, et que c'est uniquement 15 sur ces 100 personnes qui nécessiteront une hospitalisation et 5 seulement qui nécessiteront une prise en charge en soins intensifs et en réanimation. Autre question qui va s'afficher sur vos écrans. Si un Calédonien présente des symptômes, à qui s'adresse-t-il? Quel numéro doit-il faire? Quelle est la procédure? Benoît Marot. Oui. Aujourd'hui, le 15 a multiplié ses capacités de réponse. Effectivement, chaque personne doit pouvoir bénéficier d'une orientation par un médecin. Aujourd'hui, si vous faites le 15, vous tombez sur un message qui vous demande de faire soit le 1, soit le 2, en fonction de si vous appelez pour une problématique liée au Covid-19 ou si vous appelez pour une urgence vitale qui est la nature première du 15. Donc rester chez soi et attendre que le SAMU intervienne. Les messages importants sont surtout ne pas aller aux urgences. Éviter l'encombrement. Voilà, éviter d'aller dans des zones où vous allez rencontrer du monde, car vous êtes potentiellement porteur et vous êtes potentiellement vecteur. Vous risquez de transmettre le virus, si vous en êtes porteur, à d'autres personnes. Alors, est-ce que le port du masque, quand on se déplace, est utile et protecteur pour soi et pour les autres ? Si vous avez des symptômes, le port du masque peut être utile. Ou si vous revenez d'un pays étranger depuis moins de 14 jours, vous pouvez porter un masque. Ça a un rationnel aujourd'hui scientifique qu'il faut mettre en balance avec ce que vous entendez beaucoup dans les médias, qui est les risques de pénurie de masques. Il faut prendre en compte cette dimension qui est qu'aujourd'hui le monde entier demande à être livré en masque et il faut avoir une consommation raisonnée de ces dispositifs qui vont, si l'épidémie est amenée à se développer sur le territoire et à durer, probablement manquer à un moment ou à un autre. Alors, il existe les masques professionnels, le fameux FFP2, et le masque que l'on trouve en pharmacie. Quelle différence au niveau de la protection ? Le masque FFP2 est uniquement destiné aux soignants qui sont amenés à prendre en charge des patients qui sont porteurs de Covid-19. Les autres masques sont des masques chirurgicaux qui suffisent amplement à la protection des personnes qui les portent, puisqu'ils arrêtent 99,9% des particules. La différence réside dans la finesse et dans la technique, éventuellement, pour être très pointu, si vous voulez. Aujourd'hui, on parle de transmission par un mode de gouttelette, c'est-à-dire, là, on parle de la projection des postillons. C'est pour ça qu'on parle de cette distance de sécurité d'1 mètre, qui est la distance qu'on estime en général de projection de nos postillons. Donc, si vous avez des postillons qui sont porteurs de virus, vous les projetez dans votre environnement à un rayon en général d'1 mètre. Ce masque permet de limiter la projection de postillons. D'accord ? Une autre hypothèse de transmission de ce virus qui est en train d'être étudiée et publiée, qui est une forme de suspension en air. Et pour éviter d'exposer les soignants au risque de contamination par suspension dans des lieux confinés que sont les chambres d'hospitalisation, on demande aux soignants qui prennent en charge des patients porteurs de Covid-19 de porter ces masques FFP2 qui sont encore plus sécurisant en termes de risque de contamination. Alors ces masques professionnels pour les fameuses professions prioritaires, les soignants, certains médecins généralistes se plaignent de ne pas en avoir dans leur cabinet, certains même enferment. Que peut-on leur répondre ce soir au niveau logistique? Que faire? Attendre que les stocks arrivent? Effectivement, la protection des personnels de santé, on sait que c'est un enjeu majeur dans la lutte contre cette épidémie. Notamment la situation catastrophique en Italie est probablement, mais pas seulement en partie liée à une transmission du virus au sein des structures de soins ou des lieux de promiscuité. Et donc l'enjeu est de préserver les soignants pour qu'ils puissent être en permanence ressources
est disponible si jamais l'épidémie atteint un stade critique sur le territoire. Donc effectivement, je comprends l'inquiétude des médecins libéraux, puisque c'est essentiellement des médecins libéraux qui sont amenés à prendre en charge des patients avec une symptomatologie qui peut faire évoquer le Covid-19 et qui n'ont pas les moyens de se protéger aujourd'hui. Néanmoins, avec les informations que j'ai eues en fin de journée, il semblerait qu'on puisse bénéficier de la mise à disposition d'une partie du stock stratégique. Vous savez que maintenant, les stocks sont gérés par l'État, puisque les demandes sont tellement multiples et énormes qu'il est difficile de s'en procurer. Et je crois, mais c'est à confirmer auprès des services de la DAS, qu'on devrait avoir un arrivage de masques prochainement pour pouvoir satisfaire la demande de tout le monde. Grand-chef Sinewami, quelle est la situation sanitaire sur l'île de Maré? Est-ce que vous pensez que les infrastructures médicales sur Maré sont suffisantes pour gérer une crise comme ça, si jamais la crise arrive sur Maré, si jamais le virus arrive sur Maré? Quel est votre sentiment là-dessus? Je pense que au niveau des moyens qu'on a sur l'île, c'est pas assez suffisant. Alors, je veux dire qu'on dispose de deux hôpitaux là-bas, deux hôpitaux qui sont à Tadine et à La Roche même. Et j'ai discuté avec le médecin de l'hôpital de La Roche, là, comme quoi, est-ce qu'on pourrait déjà sortir les malades, favoriser, centraliser les malades sur un hôpital pour avoir un centre d'accueil pour ceux qui sont concernés par le coronavirus. Donc, il me répondait que c'est faisable, mais au niveau des moyens, on n'a pas les moyens. Patrice Gaudin, comment est-ce que vous avez, vécu, justement, on a vu la grande chefferie de l'île des Pins interdire les croisières à l'île des Pins, on a vu ensuite des coutumiers sur l'île de Lifou aussi interdire les croisières. Là, c'est le grand chef de La Roche qui interdit maintenant l'arrivée des avions. Comment est-ce que vous analysez ces décisions-là qui sont prises par le monde coutumier? Mais je crois que le problème, c'est qu'effectivement, elles sont désordonnées, mais à qui la responsabilité? Je crois que le problème, fondamentalement, c'est qu'il y a une coordination au niveau social. On a parlé de la nécessité de la responsabilité individuelle, mais il y a une responsabilité collective. Et la responsabilité collective, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble des autorités coutumières, mais aussi au niveau économique, aussi au niveau politique, tout le monde puisse, à un moment donné, se réunir pour pouvoir prendre des décisions et participer à cette décision. Mais les réunions, en ce moment, c'est pas trop recommandé. Non, mais il y a malgré tout la nécessité absolue de faire que, par exemple, on est en train d'approcher, et ça a déjà même commencé, les fêtes des ignames, on a interdit pendant 14 jours les rassemblements. Je pense que les coutumiers vont, bien entendu, appliquer ces consignes-là, mais en même temps, c'est pas la préparation de l'avenir. Donc là, il y a vraiment un gros travail pour que l'ensemble des autorités puissent être partie prenante très très vite des mesures à prendre. Et on voit bien que là, il y a un problème de coordination. Et il est très important qu'on essaye de très vite régler ce problème, parce que sinon, on risque là aussi d'avoir des couacs à l'intérieur de la machine qu'on essaiera de mettre en place. Ce commentaire à présent de la part d'un de nos internautes, il est pour vous, grand chef Sinewami Tamoumou. La Nouvelle-Calédonie aurait été plus forte en associant président du Congrès et du Sénat coutumier aux décisions? Avec le président du Congrès. Et le monde coutumier. C'est sûr qu'après coup, on peut envisager ce cas de dialogue, mais sur le coup, on préserve surtout la vie des gens. Donc, pour moi, au niveau des coutumiers, on a pris la décision qu'il fallait. Même si, au niveau des familles, il y a une certaine réticence au niveau des décisions, mais c'est la meilleure décision qu'on a prise pour préserver la population de la maladie. Alors, grand chef Sinewami, plus de fêtes de l'igname, plus de mariage pendant une certaine période, en tout cas sur le district sur votre district. Oui, on est sous quarantaine. On a quand même 15 jours. 15 jours, je veux dire 15 jours, et après on verra l'évolution par la suite. Je veux dire, au niveau des mariages, nous, au niveau du district, on commence au mois de juin.
Donc on peut se préparer encore pour ça. Par contre, ce qui, je disais là, les décisions par rapport aux réticences de chacun, là, c'était au niveau de mon intronisation au mois d'avril. Donc moi, je leur ai dit qu'on arrête tout ce qui est rassemblement, on se conforme aux décisions qui ont été prises pour arrêter la propagation, tout ça. Donc on va juste rester sur l'intronisation administrative, donc signature de papier et tout ça. Là. Donc voilà un peu les mesures aussi qu'on prend au niveau des coutumiers, on s'adapte. On s'adapte surtout aux mesures qui ont été prises par le gouvernement et puis par les spécialistes aussi, hein, qui le répètent ici sur le plateau. Là. Vous comprenez les décisions qui sont prises? Ah oui, non, mais encore une fois, je dis, on ne joue pas avec la vie des gens. Donc, on soutient ce sont nos spécialistes aussi. Hein. Ce sont nos spécialistes, on soutient leur position. Mais surtout, toujours, hein, on se base toujours sur l'intérêt de la santé publique. Autre question de cet internaute depuis notre page Facebook, et c'est la première, elle va s'afficher. Combien y a-t-il de places en réanimation et d'appareils respiratoires en Nouvelle-Calédonie? Benoît Marot. C'est vrai que c'est une question sensible. Actuellement, le service de réanimation dispose de 20 lits de réanimation, hein, et avec 20 respirateurs. La montée en capacité va être progressive avec probablement les moyens de doubler cette offre pour les patients qui sont porteurs de Covid-19. Il faut bien comprendre que rien n'est fermé et que tout est évolutif en fonction de la sévérité de la situation à laquelle on va être confronté. J'entends par là qu'on ne va pas avoir d'emblée 20 patients qui vont arriver le premier jour et que jour après jour vont pouvoir être réévalués les moyens nécessaires et les moyens disponibles. Aujourd'hui, l'offre par habitant de lits de réanimation en Nouvelle-Calédonie est supérieure à l'offre par habitant d'un habitant de métropole. Combien de lits en réanimation? Actuellement, je vous ai dit 20, on peut monter à 34 dans des conditions sereines. Donc c'est quasiment le double. Après, il y a toute une série de procédures qu'on appelle dans le jargon des procédures dégradées pour continuer à prendre en charge les malades qui sont étudiées avec la mise à disposition, comme vous pouvez le voir dans les journaux télévisés, des salles de réveil, ce qu'on appelle des salles de surveillance post-interventionnelle des blocs opératoires, qui sont des salles où on peut accueillir des malades qui nécessitent une ventilation artificielle. On travaille activement avec les partenaires de la clinique, notre partenaire aussi du CHN, pour étudier avec eux les possibilités d'accueillir des malades. Je rappelle juste que le CHT a vocation d'accueillir au maximum les patients porteurs de Covid-19, mais que pour l'aider dans cet effort, on sollicite nos confrères à la fois du privé et du Nord pour pouvoir soulager la charge de travail du CHT concernant les patients qui sont non porteurs de Covid-19, qui pourraient être pris en charge alors dans ces structures. Parce que l'enjeu en Calédonie est quand même un peu différent de la métropole. Vous avez en métropole des hôpitaux qui sont entièrement dédiés à la prise en charge de patients porteurs du Covid-19, ce qui n'est absolument pas envisageable en Calédonie, puisqu'il va continuer à falloir traiter les patients qui font des infarctus du myocarde, il va falloir continuer à prendre en charge les patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, dans des conditions de soins qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est là l'enjeu auquel on travaille quotidiennement. Et aujourd'hui, encore une fois, le message que je voudrais que les gens entendent, c'est que le CHT est prêt. Le CHT est prêt, a pris les mesures qu'il faut et que maintenant, l'enjeu est un enjeu d'organisation des moyens à l'échelle du territoire. Et c'est à ça qu'on travaille actuellement. Autre question qui va vous intéresser, Benoît Marot. Y aura-t-il des embauches de soignants en renfort? C'est pas à moi qu'il faut demander. Avez-vous des pistes? C'est pas à moi qu'il faut demander. Est-ce qu'il y a des besoins, en tout cas? Il y aura des besoins, encore une fois, il faut... Je pense qu'il faut bien comprendre que la situation, elle est évolutive. Quand vous regardez les courbes de population qui sont infectées par le virus, ce sont des courbes qui évoluent très vite. Et donc les moyens doivent pouvoir évoluer très vite en fonction du nombre de malades. Aujourd'hui, dans l'état actuel, on a 2 patients qui sont non graves. Il n'est donc pas nécessaire de recruter du personnel. Néanmoins, on travaille avec les ressources humaines et les services administratifs de l'hôpital pour pouvoir recruter des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des personnels non soignants pour venir en aide en cas d'afflux massif de patients. Et je crois que oui, aujourd'hui,
on est en possibilité, il y a des ressources sur le territoire pour pouvoir recruter d'autres personnels. Alors Benoît Marot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et avec ce chiffre, nous allons passer cette palette selon World Do Matters. À ce jour, il y a 219 243 cas de coronavirus Covid-19 ou SARS-CoV-2 dans le monde. Il y a 8 968 décès et surtout 85 775 personnes qui en ont guéri. Je le rappelle, cette émission se veut interactive. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre page Facebook NC La Première. Cette édition spéciale en direct est consacrée au volet sanitaire, donc pas de questions sur l'économie ou sur le volet pédagogique, puisque le gouvernement présentera sa feuille de route lundi. Place à notre deuxième partie de cette émission. Le Covid-19 est à présent à l'intérieur de notre barrière de corail. On le disait en tout début d'émission, nous allons devoir apprendre à vivre avec pendant les semaines à venir. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nous incite donc à changer radicalement nos habitudes et nos comportements. Je m'adresse à vous, grand chef Sinewami. Qu'est-ce que cela implique pour vous de changer nos habitudes et de changer nos comportements ? Et de vivre en vase clos, sous cloche. Donc ça va être très dur parce que voilà, tout travail coutumier, toutes nos cérémonies, tous nos faits et gestes, voilà, tout est composé de familles, hein, tout est composé de clans et on travaille en communauté, quoi. Donc c'est sûr que ça va changer, comme tout à l'heure le président du gouvernement disait, hein, ça va bouleverser un peu nos habitudes, mais je dis ça pour le bien de tous. C'est qu'il faut qu'on s'habitue à ce changement pour éviter la propagation du coronavirus. Patrice Gaudin, sur le principe de liberté, de circulation, de rassemblement, aujourd'hui, tout cela est interdit, voire limité. Quel regard vous avez sur ces principes de liberté, du coup, limités ou restreints ou interdits ? Je crois que le principe de liberté, il y a d'abord le principe de vie. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'essayer d'éviter que ce virus se diffuse. Et là, j'ai envie de revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, pour l'instant, on n'est pas en train de vivre avec le virus. On est en train d'essayer de mettre en place des éléments qui ont pour but d'empêcher le plus possible, ou à défaut de pouvoir retarder le plus possible l'entrée de ce virus avec tous les bouleversements que cela susciterait. Donc je crois que c'est important que les gens ne se disent pas « ça y est, le virus est là, il va falloir qu'on change tout ». Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction de circuler, il n'y a pas d'arrêt du travail, sauf dans un certain nombre de cas, pour permettre justement si le virus est là, d'en ralentir la propagation et de prévenir, je dirais, toute une série de diffusion qui serait pas contrôlée de ce virus. Donc je crois que c'est très important de se dire, on n'est pas en train de vivre à l'époque du coronavirus. On est en train de vivre une période où on va essayer, je ne sais pas si on va y arriver, mais d'empêcher le plus possible sa progression. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Alors après, les libertés, c'est aussi la solidarité collective dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est d'assumer la tâche qu'on a à remplir à l'intérieur d'une collectivité aujourd'hui. Et notre liberté, elle est, je dirais, aussi celle de l'autre. Et donc, on doit tout faire pour essayer de coordonner nos efforts. Et c'est là que, je dirais, la notion de liberté ne peut pas être pensée sans solidarité. Si ces éléments-là sont des éléments dont il faut comprendre qu'ils n'ont pas pour but d'empêcher les gens de circuler, mais d'empêcher que la maladie circule. Patrice Gaudin, la solidarité, vous l'avez dit, dans le monde kanak, océanien, il va falloir changer de logiciel. On ne doit plus vivre cette solidarité en communauté, mais de manière solitaire, voire confiné chez soi, au bout des 15 jours, si l'évolution, tant est que l'évolution sanitaire évolue. Je crois que la solidarité qu'on va manifester dans le cadre de la prévention de cette maladie ne s'oppose pas à la solidarité traditionnelle. Elle en est une autre manifestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas la même que celle d'autrefois, et la solidarité veut qu'on se protège. Donc il s'agit non pas de se dire on va faire de la solidarité en prenant le risque de contaminer toute une série de gens et d'avoir des morts. La solidarité, c'est notre solidarité pour
pour la vie. Donc je crois que la première des choses, je crois que le grand chef Sinewami l'a très bien expliqué, c'est d'éviter qu'effectivement on propage cette maladie. Alors ça va modifier un certain nombre de choses, mais ces choses-là sont pour que la vie continue, pas pour empêcher la liberté des gens. Cette autre question d'un internaute sur notre page Facebook NC La Première. Peut-on amener nos enfants jouer au parc? Marc Jouan. Écoutez, pour l'instant, la question ne se pose pas vraiment dans ces termes-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il est important, on l'a dit et redit, c'est d'apprendre à vivre avec cette distance entre les personnes. Comme vous l'avez fait ce soir, je pense que c'est un élément très important. Aujourd'hui, le fait de sortir doit obliger les uns et les autres à se mettre dans une position qui respecte ces règles. Donc on peut circuler, on peut aller au parc en respectant des distances de sécurité d'1 mètre. On doit impérativement mettre cela en œuvre, ce qui est déjà un effort conséquent et un changement de pratique très important. Et encore une fois, il a été dit et rappelé par le gouvernement que les rassemblements de plus de 20 personnes étaient interdits. Je pense que cette notion-là doit être prudemment mise en œuvre et de façon efficace. Il n'est pas question de pouvoir demain se rassembler dans la rue, sur la plage, comme on le faisait auparavant. Je crois qu'il faut aujourd'hui être dans cette logique pendant les semaines qui viennent, de changer un peu ce comportement. Docteur Jean, le virus ne compte pas le nombre de personnes. Pourquoi un seuil de 20 personnes? Est-ce que c'est efficace? Alors, les seuils ont été identifiés par les autorités de santé dans plusieurs pays. Vous avez vu graduellement le seuil descendre, 1000 personnes, 500 personnes, au début c'était 5000 personnes. Donc progressivement, l'idée est de réduire ce nombre de personnes pour éviter la transmission. Ce sont des seuils, il n'y a rien d'absolu dans ces seuils. L'idée est encore une fois, et je le redis, principale des choses, c'est de mettre de la distance entre les personnes. Et cet élément est un élément qui peut paraître relativement anodin, mais c'est un élément fondamental. Donc limiter les sorties à plus de 2-3 personnes, essayer de ne pas aller dans des environnements où il y a plusieurs personnes, feront que si la transmission doit avoir lieu, elle sera réduite. C'est autre question d'un internaute sur notre page. C'est une réaction alors, Monsieur Benoît Marot? Je voulais juste illustrer ces propos pour vraiment sensibiliser les gens. Quand on regarde le cas de la Corée du Sud, qui est un pays qui a été très tôt touché par l'épidémie de Covid-19, tout est parti d'une secte très nombreuse où les gens sont restés confinés très longtemps, très serrés, les uns sur les autres, à faire des prières avec une grande promiscuité. Et c'est de là qu'est partie l'épidémie du pays. Donc vraiment, l'enjeu des groupes, au-delà du nombre, il est vraiment que chacun comprenne ces mesures qui sont importantes. On a l'impression de ne pas être concerné, on a l'impression que ça passe à travers, que ça touche les autres, mais non. On ne sera peut-être pas malade, mais on sera peut-être vecteur. Voilà. Et donc la responsabilité de chacun aujourd'hui, c'est de respecter ces messages qui sont donnés par le gouvernement et de leur faire confiance, parce que c'est très important. Est-ce qu'on peut craindre une augmentation du nombre de cas avec l'arrivée de la saison froide en Nouvelle-Calédonie? Docteur Jean. On a pensé dans les premiers temps de l'épidémie, lorsqu'elle est survenue fin décembre, début janvier, que les températures fraîches étaient un élément très important et que potentiellement la chaleur pouvait être un élément qui ralentirait l'épidémie. Or, aujourd'hui, vous parlez toujours au conditionnel? Je mets beaucoup de conditionnel parce que d'abord l'expérimentation laboratoire ne reproduit pas de façon toujours identique la réalité naturelle. Ce que l'on voit sur la carte aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de zone géographique qui ne soit touchée. La vitesse de propagation de cette pandémie varie selon les sites et les pays, mais elle varie essentiellement, et ça a été dit pour la Corée, sur des mesures prises en charge par les gouvernements et la rapidité de mise en œuvre de ces mesures. Et cet élément de rapidité est un élément fondamental. Les pays qui réagissent vite, de façon appropriée,
avec une adhésion de la population, et c'est un point qui est très très important, c'est-à-dire l'engagement citoyen, l'engagement de chacun d'entre nous, pas simplement de l'institution. Ces pays-là arrivent aujourd'hui, et on commence à le voir sur les courbes de l'épidémie, à arrêter la montée des cas. Il y a un tassement du nombre de nouveaux cas. Arrêter la montée des cas et commence à aborder cette redescente. C'est trop tôt pour se prononcer sur la durabilité de cette redescente, bien évidemment, mais c'est possible. Et c'est possible. Et ça nécessite, encore une fois, un engagement collectif. Ce n'est pas l'action uniquement du ministère de la Santé ou des autorités de santé, c'est l'action de chacun d'entre nous, de la collectivité et des institutions qui nous accompagnent. Et je crois qu'aujourd'hui, le message est celui-là. C'est une question d'un internaute sur notre page Facebook NC. La première, pourquoi ne pas faire de l'autoconfinement chez nous, dans les îles Loyauté? Benoît Marot? C'est finalement ce qui est fait avec la décision qu'ont pris les grands chefs. C'est une mesure qui est radicale, qui a été prise en métropole, vous l'avez vu, suite aux interventions du président Macron. Qui se justifie en métropole parce que la situation est différente de la nôtre. Là-bas, on sait qu'actuellement, le virus circule librement dans la population, à tel point qu'on ne le recherche plus. On sait qu'il est là, on sait qu'il circule librement. Donc le confinement extrême est devenu la seule solution pour éviter d'augmenter les transmissions. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie n'est pas dans cette situation. D'accord ? La campagne de dépistage massif qui va commencer dès demain va nous permettre d'avoir des éléments de réponse sur notre situation exacte. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que 2 cas. Je le répète, c'est des cas qui sont importés de l'extérieur. Est-ce que, grand chef Sinewami, est-ce que vous allez apporter votre aide, votre soutien à toutes les politiques qui vont être décidées dans les jours prochains? Comment est-ce que vous allez faire ça sur Marais? Et apporter tout ce message sur les gestes auprès de vos... Non, comme je disais tout à l'heure, j'avais une discussion avec le conseil des chefs de clan. Donc, il y a aussi le maire qui est passé aussi dans chaque chefferie pour mettre en place aussi ces gestes de barrière, toutes les mesures prises là, par le gouvernement pour inciter la population à respecter ces gestes. Donc on est tout à fait dans cette prise de décision. Mais on marche aussi avec la collectivité et puis les institutions. Donc on est là aussi pour relayer l'information et puis pour que la population fasse de même, quoi. Patrice Gaudin, le grand chef Sinewami Tamoumou vient de le dire, relayer ces informations dispensées par les autorités sanitaires. Il est important dans le monde calédonien qu'on ait des relais, des supports, on passe au pouvoir coutumier, mais aussi au pouvoir de l'Église. Je pense que c'est la responsabilité collective, c'est-à-dire que toutes les institutions ont, au niveau de compétences qui sont les leurs, ont une responsabilité de relayer ces éléments-là et d'appliquer et de faire appliquer les consignes qui ont été données. C'est une responsabilité collective et individuelle, donc à tous les niveaux, qu'on soit au niveau des églises, qu'on soit au niveau religieux, qu'on soit au niveau des localités, qu'on soit avec les maires, qu'on soit au niveau des entreprises. Je crois que partout, il y a un certain nombre de gestes très simples qui ont été indiqués, de précautions à prendre. Et voilà, il faut tout faire pour que ces gestes-là soient appliqués. Et je crois qu'il n'y a pas, malheureusement, à l'état actuel, pas d'autre solution. Mais je rappelle, parce que ça me paraît vraiment très très important, pour l'instant, on n'est pas encore dans le confinement. On est seulement dans la précaution et cette auscultation, cette évaluation sur les 14 jours, 15 jours qui arrivent. Nous avons 2 questions de la part de nos internautes sur notre page Facebook. C'est la première. Coiffeur, personnel navigant, tatoueur, comment faire quand nos métiers nous amènent à moins d'1 mètre des gens? Benoît Marot ou Marc Jouan? Et ça sera la dernière question de la soirée. Aujourd'hui, il faut prendre ses précautions sans être dans la psychose de l'autre.
C'est des métiers, les métiers de proximité avec les personnes sont des métiers qui sont particulièrement exposés. Il faut qu'ils travaillent avec un masque. Surtout si leur interlocuteur présente des symptômes, donc de toux, de nez qui coule, oui. Là, mais quid des porteurs sains, si tant est qu'on en est, on en saura. Pour l'instant, il est difficile de dire que sur le territoire calédonien, on puisse identifier des Calédoniens comme porteurs sains. Peut-être que les discours qu'on tient aujourd'hui seront obsolètes dans quelques jours, en fonction de l'évolution de la situation. Il faut comprendre que les discours évoluent rapidement, les consignes évoluent rapidement, en fonction de la situation épidémiologique du territoire, en fonction des moyens qu'on a pour répondre à la situation. Donc c'est vrai que le discours peut paraître parfois incohérent ou avec une cohérence qui est difficile à appréhender. C'est juste que ce discours est évolutif en fonction de la situation. Autre question Facebook sur notre page. Peut-on poursuivre les activités nautiques et les sorties en mer? Oui, à condition qu'on respecte les 1 mètre de sécurité. Oui. Bon, voilà. En tout cas, on allait faire un dernier tour de table et visiblement, les mesures qui sont prises sont à peu près comprises par tous. Est-ce qu'au niveau de Marais, est-ce que les mesures sont comprises? Est-ce qu'il y a de la compréhension au niveau de la population de votre district, La Roche? Je pense qu'il va falloir faire un effort pour marteler tout ça, parce que, comme je vous disais, là, on vit surtout en communauté, on est dans les préparatifs aussi là, des mariages, de l'intronisation, on a pas mal d'activités, des travaux coutumiers. Mais il faut que les habitants, ou même la Nouvelle-Calédonie en général, il faut qu'ils se mettent dans la tête que c'est surtout pour éviter la propagation, et puis c'est surtout de faire en sorte que le virus disparaisse. Voilà. Benoît Marot, est-ce que la population, quand elle vous voit, est-ce que vous comprenez, est-ce qu'ils ont la compréhension justement des mesures qui sont prises par le gouvernement? Je l'espère. On essaye en tout cas d'être le plus didactique possible, de répéter des messages simples, qui sont les mesures barrières, qu'on a évoqué, qu'on entend souvent, de rester à cette distance d'1 mètre, d'utiliser des mouchoirs jetables et pas des mouchoirs en tissu, de tousser dans son coude, toutes ces mesures, de se laver régulièrement les mains avec du savon ou des solutions hydroalcooliques. C'est vraiment là que se situe le nerf de la guerre, et j'espère que les gens le comprennent de plus en plus. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas cesser de communiquer là-dessus, que ce soit les médias, les professionnels dans leur structure. C'est vraiment que par là passera le succès de notre lutte contre le virus. Le message de l'infectiologue? Donc, je crois que les jours qui vont venir vont être des jours importants, très importants, et qu'il faut pouvoir à la fois être dans l'anticipation, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et dans la réactivité, et à tous les niveaux. Je le redis, vraiment au niveau individuel, au niveau citoyen, être capable de changer son mode de vie, ses façons de faire, au niveau des institutions, des entreprises, des acteurs de la santé, bien évidemment, qui ont déjà anticipé cette situation, et au niveau des institutions qui ont déjà montré, depuis quelques semaines, leur capacité à réagir. Et je pense que cet ensemble-là, travaillant ensemble, œuvrant ensemble, est en capacité de contrôler cette situation. Merci. En tout cas, voilà, c'est donc bientôt la fin de cette édition spéciale. Nous avons appliqué, comme vous l'avez vu, la distance de sécurité entre nous, sur ce plateau, entre chaque personne donc, présente dans ce studio. C'est un des gestes barrières qui nous a été préconisé, avec les gels hydroalcooliques et bien sûr se laver les mains très souvent. Éviter les embrassades, assurer cette distance de sécurité, éviter donc les rassemblements, limiter vos circulations, favoriser le télétravail, voilà d'autres mesures mises en place et prises par le gouvernement. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, en radio, les informations reprennent dès 5h du matin et l'invité de la matinale sera Georges Naturel, président de l'Association française des maires. Nous verrons avec lui comment ces mesures ont été prises et appliquées au niveau des mairies. Bonne soirée sur La Première.
Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.